Ma copine a dit, l'art secret de ta fille, ce n'est pas grand-chose, jusqu'au moment où la vérité a dévoilé son mépris caché et a tout fait basculer. Ma petite amie Élise a prononcé cette phrase qui allait tout changer, le projet artistique secret de ta fille, sûrement pas si exceptionnel. Et l'a jeté, soi-disant pour « faire de la place ». Ma fille, Claire, 18 ans, se préparait à intégrer l'école d'art de ses rêves à Lyon, avec une bourse de 40 000 €. Quand je suis rentré ce jeudi soir, épuisé après le travail, je l'ai trouvée assise à la cuisine, haletante, un sac en papier devant elle. Elle ne pleurait pas, mais son regard était figé, choqué. Elle répétait inlassablement, « Où est-il? Où est-il » Après quelques minutes de panique, j'ai compris, son portfolio complet avait disparu. Élise, ma compagne depuis 4 mois, travaillait en freelance et passait son temps à se plaindre du « désordre » dans la maison, en particulier dans le garage transformé en studio pour Claire. Malgré un avertissement clair, ne touche pas à ça, elle avait jeté le précieux portfolio, ignorant totalement l'importance de ce travail accumulé pendant des années. L'air dans la pièce était devenu lourd, presque irréel. Je sentais ma colère monter, mais surtout, une inquiétude profonde pour Claire. Avec Claire, nous avons immédiatement commencé à chercher le portfolio. Nous avons interrogé les voisins, appelé le service de collecte des déchets, fouillé chaque poubelle à proximité, mais rien n'a été retrouvé. La panique de Claire grandissait à mesure que le temps passait. L'école d'art avait accordé une courte prolongation, mais elle insistait sur le fait qu'un original devait être fourni pour valider sa candidature. 3 semaines. 3 semaines seulement pour reconstruire plusieurs années de travail artistique, des projets, des peintures et des esquisses accumulées avec soin. C'était impossible. La pression sur Claire était insoutenable et je sentais une colère froide monter en moi, dirigée autant contre moi-même que contre Élise. Quand Élise est rentrée, elle avait ce sourire léger, presque insouciant. Elle a commencé à parler du dîner, à commenter la disposition des objets dans la cuisine, comme si rien d'important ne s'était passé. Je me suis forcé à garder mon calme. J'ai posé la question, « As-tu touché au portfolio de Claire ?» Elle a haussé les épaules et dit, comme si c'était une évidence, « Tu dramatises, c'était juste du vieux papier, ça ne vaut rien. » La froideur de son ton m'a glacé le sang. J'ai compris qu'elle ne percevait pas la gravité de son geste. Je lui ai demandé de rassembler ses affaires et de quitter l'appartement immédiatement. Là, elle a explosé. Ses cris résonnaient dans la cage d'escalier, alertant les voisins. Elle m'a insulté, humilié ma fille en public, et a même appelé plusieurs de ses amis pour raconter sa version des faits. Selon elle, j'étais un père autoritaire, Claire était trop sensible, et moi, je réagissais de manière excessive. Les voisins nous regardaient avec incompréhension, certains chuchotant entre eux, tandis qu'Élise continuait son spectacle, ricanant et minimisant le traumatisme causé. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait plus simplement d'un conflit de couple ou d'un désaccord domestique, le bien-être et l'avenir de Claire étaient en jeu. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les dommages matériels et les litiges familiaux pour protéger les droits de Claire et évaluer les recours possibles pour le préjudice subi. Nous avons commencé à documenter chaque détail, les communications, les témoins, les traces des appels d'Élise à ses amis, les preuves de sa négligence et de son comportement destructeur. Pendant plusieurs jours, Élise a continué à montrer une indifférence totale, allant même jusqu'à commenter la situation sur les réseaux sociaux, présentant sa version édulcorée de l'histoire. Elle prétendait que je surdramatisais et que Claire exagérait. Chaque publication était accompagnée de commentaires de ses amis, renforçant sa narration et la tournant à son avantage public. Cette manipulation sociale m'a fait comprendre que le conflit n'était plus seulement privé, il était devenu une bataille publique d'intimidation et de réputation. Entre-temps, Claire était dévastée. Chaque soir, elle se réfugiait dans sa chambre, incapable de peindre, incapable de croire qu'un geste de confiance avait conduit à la perte de son travail, de ses rêves et de sa sérénité. Elle avait besoin de soutien, de sécurité, et surtout, d'un adulte capable de faire respecter ses droits et de réparer le tort causé. Mon rôle est devenu clair, je devais agir avec froideur et détermination, documenter chaque incident, chaque abus, chaque mensonge, pour assurer que justice soit faite et que Claire puisse poursuivre son rêve sans que ce chaos ne la suive. Ainsi a commencé notre lutte silencieuse contre l'indifférence et l'arrogance d'Élise, un combat qui allait révéler des vérités que je n'avais jamais imaginé découvrir sur celles que je croyais connaître. Les premières fissures dans notre relation se sont transformées en brèches béantes, exposant son mépris pour la famille et sa capacité à manipuler la perception des autres à des fins personnelles.
l'avocat m'a confirmé que notre dossier était solide. Tout était documenté, la bourse de 40 000 € de Claire, les messages textes dans lesquels Élise avait reconnu qu'elle savait où se trouvait le portfolio, les photos du studio et de l'appartement montrant l'absence de précaution. Nous avions une chronologie complète de son intrusion dans la vie de Claire, et chaque étape pouvait être prouvée devant un tribunal. Elle avait été officiellement notifiée de la procédure, mais plutôt que de coopérer ou de reconnaître ses erreurs, elle a immédiatement commencé une campagne de harcèlement. Les appels et messages ont commencé dès le lendemain. Des textos incessants, insultes, accusations, menaces voilées. Elle a contacté mon employeur, prétendant que j'étais un parent autoritaire et violent, ce qui a créé un malaise professionnel considérable. Sur les réseaux sociaux, elle publiait des histoires inventées, moi, le tyran domestique, Claire, la pauvre victime. Elle a même essayé d'impliquer des amis communs, les encourageant à m'intimider ou à me faire pression pour arrêter la procédure. Élise est allée plus loin encore, plusieurs soirs, elle s'est présentée à mon domicile, visiblement alcoolisée, frappant à la porte, criant des menaces et exigeant que je rends l'argent et l'honneur de Claire. Elle parlait à mes voisins, s'assurant que tout le monde la voyait et entendait son agitation. À chaque incident, elle appelait ses parents et se plaignait de moi, allant jusqu'à tenter de faire intervenir la police et les services sociaux, affirmant que la sécurité de Claire était menacée. Chaque visite, chaque message, chaque publication en ligne a été méticuleusement enregistrée. Les captures d'écran, les vidéos et les témoignages de voisins ont été consignés. Son comportement erratique et agressif renforçait notre dossier, nous avions non seulement la preuve de la destruction du portfolio, mais aussi de la campagne de harcèlement et de manipulation qu'elle menait ensuite. J'ai choisi de ne pas répondre à ces provocations. Plutôt que de m'énerver ou de tenter de la convaincre par la discussion, j'ai gardé un calme froid. Chaque appel ignoré, chaque message non répondu était documenté, et chaque réaction d'Élise servait à prouver l'ampleur de sa tentative d'intimidation. Mon objectif était simple, protéger Claire, préserver sa sécurité et assurer que justice soit rendue, sans jamais tomber dans le piège de l'émotion ou de l'escalade publique. Pendant ce temps, Claire, bien que secouée, commençait à retrouver confiance. Elle voyait que son père agissait méthodiquement pour elle, avec calme et précision. Ensemble, nous avons relu toutes les preuves, revu les messages, identifié chaque témoin. Nous avons construit un mur de faits contre les accusations et la manipulation d'Élise. Chaque détail, du plus petit au plus important, était prêt à être présenté devant le tribunal. La tension atteignait son paroxysme lorsqu'Élise a tenté de pousser la provocation encore plus loin. Elle a essayé de diffamer Claire elle-même, publiant des insinuations sur son comportement artistique, son sérieux et même sa santé mentale. Mais nous avions anticipé tout cela, chaque publication, chaque message mensonger était capturé et archivé, transformant ces tentatives de sabotage en preuves contre elle. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'issue de cette bataille ne dépendait pas de la colère ou de la confrontation directe, elle dépendait de la discipline, de la précision et de la documentation. Je ne devais pas répondre à chaque provocation, je devais laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Et tandis qu'Élise continuait à se ridiculiser en public, nous renforcions chaque jour notre dossier pour garantir que Claire soit protégée et que justice l'emporte. Claire travaillait sans relâche, 16 heures par jour, pour tenter de reconstruire son portfolio détruit. Chaque esquisse, chaque peinture, chaque croquis devait être recréé à l'identique. Mais malgré son acharnement et son talent, l'école d'art a rejeté la soumission finale, la bourse de 40 000 € avait été définitivement perdue. Le désespoir de Claire était palpable, mais elle n'avait pas besoin de mots pour que je comprenne la gravité de la situation. Son rêve venait d'être compromis par l'arrogance et la négligence d'Élise. Pendant ce temps, nous avons commencé à préparer le procès. L'avocat a rassemblé toutes les preuves, les lettres officielles de l'école confirmant la destruction et le rejet du portfolio, les messages textes dans lesquels Élise reconnaissait indirectement sa responsabilité, les photos montrant l'état du studio et la disparition du portfolio. Chaque élément a été soigneusement catalogué dans un dossier complet et chronologique, prêt à être présenté devant le tribunal. Le jour de la première audience est arrivé. Élise est entrée dans la salle, vêtue avec soin, maquillée, comme si elle incarnait la victime d'un père autoritaire et cruel. Elle a feint l'innocence et la fragilité devant le juge et le public, tentant de détourner l'attention de ses actions réelles. Mais nous étions préparés. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Les textes, les photos, les courriels, tout formait un tableau implacable de sa négligence et de sa campagne de harcèlement. Le juge a refusé de rejeter notre affaire. L'argument d'Élise selon lequel ce n'était qu'un incident mineur s'est effondré devant les documents et témoignages présentés.
Hors de la salle d'audience, la mère d'Élise criait, lançait des menaces, tentait d'intimider Claire et moi, mais l'équipe de sécurité veillait, empêchant toute escalade. Chaque menace, chaque cri, chaque tentative de pression a été enregistrée et ajoutée au dossier, renforçant notre position. Nous avons élargi notre plainte. La destruction du portfolio initial n'était plus notre seule revendication, nous avons inclus la diffamation et les tentatives d'intimidation. Les messages publics, les appels incessants, les publications sur les réseaux sociaux déformant la réalité et tournant Claire et moi en oppresseurs ont constitué une preuve solide de la volonté d'Élise de nuire. Le dossier était désormais complet, destruction matérielle, harcèlement, diffamation et atteinte à l'avenir académique de ma fille. Chaque jour qui passait renforçait notre stratégie. Élise continuait à apparaître en public comme la victime, mais chaque geste, chaque message était minutieusement documenté. Ces tentatives de manipulation sociale ne faisaient que solidifier notre dossier. Nous savions que le tribunal verrait la vérité, que Claire avait été lésée par un comportement irréfléchi et malveillant, et que ma réaction calme et méthodique était celle d'un père protégeant sa fille. Dans cette phase, nous n'agissions pas dans la colère, mais dans la précision. Chaque interaction, chaque menace, chaque mensonge d'Élise a été converti en preuve, transformant son comportement agressif en un instrument qui jouerait en notre faveur. Claire et moi avions perdu la bourse, mais nous gagnions quelque chose d'encore plus crucial, le contrôle sur l'histoire et la garantie que sa sécurité et son avenir seraient défendus avec détermination. Le jour du procès, Claire et moi étions présents depuis l'ouverture de la salle. Chaque détail, chaque émotion, chaque trace de fatigue des semaines passées était palpable. Nous avons témoigné avec calme et précision, exposant les 8 mois de travail acharné de Claire, la valeur inestimable de son portfolio et la bourse de 40 000 € qui dépendait de ce travail. Nous avons présenté les messages textes dans lesquels Élise reconnaissait expressément l'interdiction de toucher au garage et au studio, ainsi que ses appels et publications menaçantes qui avaient suivi. L'art de Claire n'était pas seulement esthétique, c'était une compilation d'années d'efforts, de recherches, de projets exploratoires et de compétences développées avec passion. L'enseignant d'art, appelé comme expert, a expliqué au tribunal pourquoi ce portfolio ne pouvait être reproduit fidèlement en 3 semaines. Il a détaillé chaque projet, chaque peinture, chaque croquis, soulignant l'originalité et la complexité qui rendaient sa perte irréparable. Le silence dans la salle était lourd lorsque les preuves ont été exposées. Élise, accompagnée de son avocat, a tenté de minimiser son geste. « Je ne savais pas, je pensais aider, ce n'était qu'un malentendu », a-t-elle répété. Mais chaque tentative de justification s'effondrait sous le poids des documents et des messages enregistrés. Lors du contre-interrogatoire, son avocat a tenté de présenter une version édulcorée, mais elle a été systématiquement contredite par les preuves et les témoins. Chaque mensonge, chaque tentative d'inversion des responsabilités devenait une preuve supplémentaire de sa négligence et de sa malveillance. Le juge a écouté attentivement, posant des questions ciblées pour comprendre l'impact réel de ses actions. Il a considéré non seulement la valeur matérielle du portfolio, mais aussi l'atteinte émotionnelle causée à Claire, la frustration, le stress, la perte de confiance et le désarroi face à l'avenir compromis. La perte de la bourse a été reconnue comme un préjudice tangible et significatif, aggravé par le comportement calculé et le harcèlement d'Élise. Lors des plaidoiries finales, notre avocat a résumé la situation avec une clarté implacable. Il a souligné que les actions d'Élise constituaient une violation directe des limites personnelles et un dommage concret à la vie académique et émotionnelle de Claire. Il a insisté sur le fait que son comportement ne relevait pas de l'inattention ou d'un malentendu, mais d'une décision consciente et d'une attitude délibérément destructrice. Les termes étaient précis, violation de propriété, diffamation, intimidation et préjudice émotionnel. Chaque mot semblait résonner dans la salle d'audience, laissant peu de place à l'interprétation. Les preuves matérielles, les témoignages, la chronologie des événements et le témoignage expert se sont combinés pour former un récit cohérent, indiscutable et accablant. Élise, qui était entrée dans la salle avec l'assurance de celle qui manipule et contrôle, est sortie progressivement vidée de son pouvoir. Son arrogance et ses tentatives de manipulation sociale se sont révélées inefficaces devant la rigueur de la documentation et la solidité de notre dossier. À la fin de l'audience, le juge a indiqué que la décision tiendrait compte de la valeur du portfolio, de la perte de la bourse et de l'impact psychologique sur Claire. Nous savions que, pour la première fois depuis le début de ce chaos, la justice considérait les faits tels qu'ils étaient. La tension qui pesait sur nous depuis des semaines a laissé place à un sentiment de soulagement prudent. Enfin, les actions d'Élise étaient évaluées à leur juste mesure, et le tribunal reconnaissait que nous avions été lésés de façon réelle et documentée.
Le jury a reconnu Élise coupable de destruction de biens et de préjudice émotionnel. La sentence a été claire, une compensation totale de 30 000 €, incluant les frais de justice, à verser par tranche, 8 000 € immédiatement, puis 1 200 € par mois jusqu'au règlement complet. La stupeur et l'indignation ont envahi Élise. Sa mère criait à l'extérieur du tribunal, incapable d'accepter le verdict. Le premier paiement est arrivé sur le compte de Claire. Nous avons décidé de créer un fonds dédié à son éducation, transformant cette victoire en un soutien concret pour son avenir. Même si la bourse avait été perdue, Claire a été admise à l'université publique de son choix. Peu à peu, elle a retrouvé confiance et sérénité, réapprenant à croire en son travail et en sa valeur. La leçon a été gravée dans nos esprits, les limites personnelles ne peuvent pas être ignorées. Chaque action a des conséquences, et personne ne peut s'arroger le droit de détruire le travail ou les rêves d'autrui sans en répondre. Élise n'a plus jamais tenté de nous contacter. Les mesures de protection restent en vigueur, et chaque message ou appel est désormais filtré. La paix est revenue dans notre foyer. Claire se concentre sur ses études, et nous avons retrouvé un rythme de vie stable, calme et respectueux. Ce qui aurait pu devenir un traumatisme permanent s'est transformé en preuve que la justice, la prudence et la persévérance peuvent protéger ceux que l'on aime. Le chaos créé par Élise a laissé place à l'ordre, à la dignité et à une leçon durable sur l'importance de protéger ce qui compte vraiment. Et dans le silence retrouvé de notre maison, Gaston s'allonge au soleil près de Claire, comme pour rappeler que la vie continue, que la sérénité et la sécurité peuvent être restaurées, et que, parfois, la meilleure vengeance n'est pas la colère, mais la justice calme et la reconstruction patiente de ce qui a été brisé.